Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier. Votre présence à cette conférence de presse qui porte sur le thème « Recours criminel à la force et à l'utilisation des armes à feu contre les populations, violation des principes de base de l'ONU par le pouvoir dit de la rupture ». Comme vous le savez tous, le 11 avril 2019, le chef de l'État, M. Patrice Talon, a assumé la responsabilité de l'organisation dans notre pays des élections législatives non inclusives, en dépit des appels à la raison, tant des acteurs politiques et religieux au plan national que de la communauté internationale. Ce fut une première depuis l'avènement du renouveau démocratique. Par ses propos, il a reconnu qu'il a pleine conscience que les lois incongrues et inapplicables votées par sa majorité parlementaire ne pouvaient que conduire à l'impasse électorale et par conséquent à une crise politique dommageable à la paix et aux répercussions à tout point de vue imprévisibles. Cette posture du chef de l'État prouve qu'il a engagé en toute connaissance de cause son leadership dans la voie de la confiscation du pouvoir législatif. Pour concrétiser ce projet antidémocratique, il s'est engagé ouvertement dans un simulacre d'élection où l'opposition déjà exclue est interdite de rassemblement. Le camouflet était volens nolens retentissant. Le peuple béninois s'est abstenu à plus de 90% aux élections législatives du 28 avril 2019. Malgré la versatilité des chiffres des postes de vote au niveau de la Sénat puis à la Cour constitutionnelle, le curseur de la participation n'a pu honteusement dépasser 27%. Désormais, la légitimité et la légalité du pouvoir dit de la rupture sont en cause. En dénigrant le régime démocratique fondé sur la démocratie, l'état de droit et le pluralisme politique issu de la conférence nationale, c'est la propre légalité de son pouvoir politique que Patrice Talon fragilise. En radicalisant sa position contre la clarté du désaveu électoral sans appel du 28 avril 2019, c'est à la propre légitimité de son pouvoir que Patrice Talon s'en prend. Je pense que nous allons finir avec ce désordre. Je disais tantôt que le camouflet était volens nolens retentissant. Le peuple béninois s'est abstenu à plus de 90% aux élections législatives du 28 avril 2019. Malgré la versatilité des chiffres des postes de vote au niveau de la Sénat, puis de la Cour constitutionnelle, de la Sénat à la Cour constitutionnelle, le curseur de la participation n'a pu honteusement dépasser 27%. Désormais, la légitimité et la légalité du pouvoir dit de la rupture sont en cause, comme vous le constatez. En dénigrant le régime démocratique fondé sur la démocratie, l'état de droit, le pluralisme politique issu de la conférence nationale, c'est la propre légalité de son pouvoir politique que Patrice Talon fragilise. En radicalisant sa position contre la clarté du désaveu électoral sans appel du 28 avril 2019, c'est à la propre légitimité de son pouvoir que Patrice Talon s'en prend. Le déchaînement de terreur vengeresse du pouvoir dit de la rupture aux abois désillusionnés et l'usage des armes létales les 1er et 2 mai 2019 pour reprendre les propos du gouvernement à travers les aveux lugubres du ministre de l'Intérieur illustrent à quel point le pouvoir dit de la rupture s'est radicalisé. La déclaration du chef de l'État, intervenue plus de 20 jours après les violences et les tueries des 1er et 2 mai, n'est pas allée dans le sens de la paix. Loin de là, elle est plutôt allée dans le sens de l'encouragement des criminels responsables des tueries d'innocentes populations civiles. Il va de soi que ce coup d'État déclenché par la parodie électorale du 28 avril 2019 et le recours à la force excessive contre les populations civiles est prémédité et visait l'accaparement de la 8e législature, le changement de la Constitution en vigueur, la mise à mort du modèle démocratique béninois et le basculement de notre pays dans un régime dictatorial
de type despotique. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, nous essaierons de tirer un coin de voile sur les événements du 1er mai 2019 et du 2 mai 2019, les responsabilités des acteurs, les manquements aux tests internationaux, notamment le droit des Nations Unies, les manquements aux tests nationaux. L'objectif que nous poursuivons, qui est poursuivi, est de permettre que la mémoire des victimes innocentes de cette répression soit réhabilitée et honorée. Les victimes soient toutes identifiées afin que justice leur soit rendue, les familles soient assistées et surtout protégées, les témoins soient assistés et protégés, les sanctions exemplaires soient prises conformément aux principes, lois, tests en la matière, tant au niveau national que international. Plus jamais ça dans notre pays, c'est l'objectif de la présente rencontre avec la presse. Nous nous intéresserons également aux exigences normatives, aux manquements à la déontologie. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, notre pays dispose au moins de 2 niveaux de protection pour ses citoyens. Le niveau national et le niveau international, vu que nous sommes membres des Nations Unies. Donc, l'ONU a adopté en 1990 des principes de base pour prévenir les crimes et les traitements des délinquants. Ces principes sont énumérés en 26 dispositions réparties en 6 catégories, à savoir les dispositions générales portant sur les principes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, les dispositions spéciales portant sur les principes 9, 10 et 11, et les dispositions de maintien de l'ordre en cas de rassemblements illégaux qui comportent les principes 12, 13, 14, les dispositions de maintien de l'ordre parmi les détenus, les prévenus, condamnés, incarcérés, qui concernent les principes 15, 16 et 17, et les dispositions sur les aptitudes, formations et conseils. Ce sont les principes 18, 19, 20 et 21. Et enfin, les dispositions concernant les procédures d'établissement des rapports d'enquête, les dispositions 22, 23, 24, 25 et 26. Je vais vous expliquer tout ça après, parce que ça paraît un peu nouveau pour certains. Le droit positif béninois, en dehors de ce qui est recommandé sur le maintien d'ordre, reste lacunaire. Depuis avril 2016, la tendance liberticide du pouvoir, dit de la rupture, avait beaucoup intérêt plutôt dans l'opacité répressive traduite à travers le code pénal, notamment adopté par moins d'une dizaine de députés. Presque de manière expéditive, vous vous souvenez. Je me souviens aussi qu'à la suite de ce débat, l'honorable Mitokwe avait dénoncé le fait qu'il s'agissait d'un braquage de la démocratie. Alors, ce code est resté exagérément muet sur l'encadrement pénal des manquements déontologiques en cas de recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par la puissance publique, même si la Constitution garantit et protège la personne humaine, confère alinéa 8 et 9 du préambule de la Constitution et article 8 de la Constitution. La loi portant code pénal ne s'est intéressée qu'aux sanctions pénales des auteurs, co-auteurs et complices de manifestations illicites, ce qu'on appelle généralement les attroupements, de violence et de voies de fait de manière générale. Mais il y a un décret, le décret numéro 2005-377 du 23 juin 2005, portant réglementation du maintien de l'ordre public, qui est le seul test national significatif à ce jour en matière de recours à la force, de recours à l'utilisation d'armes à feu. Ce décret est organisé en 4 chapitres. Chapitre 1, des dispositions générales, articles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chapitre 2, de l'emploi des différentes forces, articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Chapitre 3, des réquisitions, articles 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18 et 19. Et puis, chapitre 4, qui est très très intéressant, de l'usage de la force et des armes, qui part de l'article 21, des articles 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Il est normal que les journalistes, que les gens qui s'intéressent aux questions de droits de l'homme s'intéressent à ces articles. Ce décret a repris
dans une certaine mesure, l'esprit des principes de base de l'ONU sur le recours à la force et à l'utilisation des armes à feu. Je voudrais rappeler que ces principes ont été adoptés en 1990 au cours d'une réunion, le 8e congrès des Nations Unies qui s'est tenu à Havane du 27 août au 7 septembre 1990. Et les années 90 doivent dire quelque chose dans la période des troubles, des mouvements qui ont amené à la chute du mur de Berlin. Donc, d'une manière constante, je disais que le recours, l'utilisation des armes à feu est exclusivement indexé à la légitime défense ou à l'obligation d'empêcher la commission d'actes attentatoires à la vie d'autrui. Je voudrais marquer une pause pour vous expliquer bien de quoi il s'agit. Je suis un peu sûr que beaucoup d'entre vous ne sont pas familiers un peu à ces tests. Mais la République est test. La vie en communauté est test. Et tout ce que nous devons faire doit rester dans le cadre des tests. Lorsque nous avons recours à l'utilisation des forces, nous avons recours aux forces, et que nous avons recours à l'utilisation d'armes à feu, cela est enfermé dans les principes de base des Nations Unies. Et ces principes de base sont clairs sur les dispositions générales, les dispositions spéciales, la formation, comment on fait le rapport et la situation des responsabilités. Ces principes, surtout le principe 9 des Nations Unies, dit qu'on ne peut recourir à l'usage, à l'ouverture de feu qu'en cas de légitime défense. C'est-à-dire que si je suis policier, agent de police, si je suis militaire, soldat, et qu'on m'envoie réglementer l'ordre dans les services de maintien d'ordre, quel que soit le degré de la délinquance, je ne peux ouvrir le feu. Je ne peux tirer que lorsque je suis en situation de légitime défense. Et la situation de légitime défense est expliquée en deux phases. Soit on veut tirer sur moi, alors que je suis soldat, je suis réquisitionné pour maintenir l'ordre, et les manifestants, les délinquants, ont ouvert ou tiennent des armes et ouvrent le feu sur moi. Là, c'est une situation de légitime défense. Ou soit, je suis commis requis pour maintenir l'ordre, mais je vois que les délinquants ne s'attaquent pas à moi, mais s'attaquent à d'autres et veulent détruire d'autres vies. Il y a une constance dans cette explication. Il n'a jamais été question d'infrastructure, ni au niveau des Nations Unies, qu'au niveau du droit national. Il n'est jamais question d'infrastructure. Il est question de vie menacée, soit la vie de l'agent qui est requis pour maintenir l'ordre, soit la vie de tiers. Voilà ce qui est dit. Nous avons cette constance dans le principe 9 et nous retrouvons cette constance dans le décret de 2005 qui part des articles 20 jusqu'à l'article 30. Dans les questions, j'irai beaucoup plus en détail, mais j'ai voulu faire un arrêt sur ça pour que vous compreniez que ce qui se passe ici est un crime. Et plus tard, vous allez comprendre pourquoi les déclarations du chef de l'État sont des déclarations graves et irresponsables. Alors, je disais que ce décret a repris dans certaines mesures l'esprit des principes de base de l'ONU sur le recours à la force et à l'utilisation des armes à feu, principe adopté à la Havane en 1990. De manière constante, le recours à l'utilisation des armes à feu est exclusivement indexé à la légitime défense ou à l'obligation d'empêcher la commission d'actes attentatoires à la vie d'autrui. Les 1er et 2 mai, qui a donné l'ordre de tuer, et qui sont ceux qui ont tué, on ne peut pas faire le silence là-dessus. Nous sommes dans une république. Et les Béninois ne sont pas les gibiers ou les troupeaux de Patrice Talon pour qu'ils tuent là-dessus.
chaque fois qu'il est énervé ou fâché, chaque fois qu'il est en contradiction, chaque fois qu'il refuse d'assumer ce qu'est la politique. La politique, ce n'est rien d'autre que le siège de dialogue, de négociation. C'est tout. Et à l'intérieur d'une nation, il n'y a pas d'inimitié, il y a des adversités. Les citoyens béninois ne peuvent pas s'appeler des ennemis lorsqu'ils parlent de la politique. Si nous sortons de la politique, nous pouvons parler de l'inimitié. Mais dans aucun traité de politique, de politologie, vous allez voir que des citoyens d'une même nation sont des ennemis, au point que lorsque l'un n'est pas d'accord, ils prennent les armes pour tirer sur les autres et dire qu'il fait régner la paix par les armes. Donc, c'est très très important de savoir ce qui s'est passé. Les premiers et Dieu, et qui a donné l'ordre, et qui sont ceux qui ont tué. Pour remonter aux faits qui interpellent Patrice Talon, il faut retenir que le 1er mai 2019, le rassemblement commémoratif des travailleurs à la Bourse du Travail, siège des confédérations syndicales, a été violemment maté par les militaires et les forces policières à coups de tirs de gaz lacrymogène et de matraques. Tout a commencé le 1er mai. Et vous vous souvenez que déjà 2 jours avant, il y avait ce camouflet. Mais le 1er mai, les travailleurs s'étaient rassemblés au siège de leur confédération, à la Bourse du Travail. Et le 1er mai n'est pas un jour qu'ils ont inventé, les travailleurs. C'est le jour où les travailleurs commémorent la fête du travail. C'est basique. Le pouvoir peut être totalement détraqué, mais ce pouvoir doit faire une parenthèse le 1er mai pour savoir que c'est un jour de commémoration. Mais non, il y a eu cette cérémonie qui est violemment matée à coups de gaz lacrymogène, de matraque et même de flashball. Mais dans la foulée, un groupe de militaires et de policiers fait le siège du quartier Kadiaoun pour tenter de substituer les raisons de la résistance nationale, dont le président Boni Yayi est l'une des principales figures, à la résurgence des anciennes rivalités entre lui et Patrice Talon. C'est là qu'il faut voir le cynisme. Je l'avais expliqué, mais nous devons l'expliquer plusieurs fois pour que vous compreniez. Pourquoi, après avoir fait leur acte à la Bourse du Travail, pourquoi ils sont venus faire le siège du domicile de l'autre? Pourquoi? Pourquoi? Mais si vous comprenez très très bien, ce scénario procède du maniement de la psychologie des foules et a dégénéré en actes de violence qui se sont estompés dans la soirée vers autour de 20 h. Vous savez, il y a en politique et partout, dans les conflits, l'invention de l'ennemi, l'invention de l'adversaire. La politique se nourrit parfois aussi de l'invention de l'adversaire. Et lorsque on est cynique, comme le pouvoir dit de la rupture, on joue sur la psychologie des foules, on crée l'incident, on piège la colère populaire parce qu'on a envie de glisser, de divertir la cause réelle de la résistance, la cause réelle qui vous fait des difficultés, la cause réelle pour laquelle le pouvoir a complètement tort, le pouvoir voit ça, mais manie la psychologie de la foule et piège la colère populaire. Alors, cette violence s'est estompée vers la soirée autour de 20 h, 20h30, 21 h. Avant qu'un commando répressif, notamment introduit à la suite d'une coupure de l'électricité dans la rue de l'ancien président Boni Yayi, ne tire à bout portant sur les populations. Bilan, plusieurs personnes ont été victimes. C'est le scénario. Il faut bien reconstituer ce scénario. Nous allons demander à toute la communauté internationale, à tous les hommes qui défendent les droits de l'homme, Amnesty International et à toutes les organisations de défense et de protection des droits de l'homme, de demander une reconstitution et de demander dans la rue du président Boni Yayi qui a tué la nuit du 1er et à quelle heure? Puisque les populations sont là, puisque les témoins existent. À quelle heure? Est-ce que dans la rue, il y avait une banque?
Est-ce que dans la rue, il y a une infrastructure qui a été vandalisée dans cette rue jusqu'à aujourd'hui? C'est ça que vous allez voir où se situe le mensonge. Nous n'allons pas tolérer cela. Nous avons le devoir de reconstituer les faits. Et c'est vous les journalistes. Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Selon plusieurs témoignages, des corps ensanglantés auraient été convoyés vers des centres de santé, le service des urgences ou de la morgue de CNHU, ou vers d'autres morgues ou ailleurs. Parce qu'il y a des témoignages sur ce qui s'est passé cette nuit dans certains centres de santé et surtout dans le service des urgences du CNHU et surtout également au niveau de la morgue. Il y a des rumeurs, il y a des témoignages, il y a des déclarations. Le 2 mai 2019, en pleine matinée, le monde entier a vécu en direct de vraies scènes de guerre à Cotonou, notamment. Nous pouvons résumer ces scènes de guerre en ceci. Rafales d'armes automatiques, en synchronisation avec l'activation de jets d'eau, de gaz lacrymogène, de massacres et d'arrestations des personnes fauchées. Vous voyez, quand moi, mes proches m'ont informé et m'ont dit qu'on tire sur des gens à Kadiaoum. Nous étions le matin du 2. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Les gens m'ont dit non, ce que nous avons entendu là, c'est des armes de guerre. J'ai dit non, on ne peut pas faire ça dans notre pays. À la limite, on peut faire des balles à blanc, des flashballs, des balles juste pour faire peur. Juste. On dit non. Je niais. Lorsque j'ai commencé par voir sur les télévisions, sur les vidéos et sur les réseaux sociaux, de vraies scènes de tuerie. C'était abominable. On se croirait dans les films d'horreur. Je me disais que, quand j'étais petit, je regardais les films les films de Chuck Norris. Je voyais ces scènes. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et ce qui est encore grave, un peu après, le ministre en charge de l'Intérieur a reconnu sur une chaîne de radio l'usage d'armes létales comme seule issue face aux populations civiles non armées. Vous avez tous entendu ça? Le ministre de l'Intérieur qui vient et qui dit, il confirme l'usage, et pour la première fois j'entends de la bouche d'un responsable politique usage d'armes létales. Nous, on a souvent l'habitude de parler d'armes à feu. On parle d'armes létales. Donc, létal veut dire meurtrier. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, tout démocrate a le devoir d'exiger que les autorités en charge de l'ordre et de la sécurité publique rendent compte de ce drame au peuple et à la communauté internationale. On doit rendre compte, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas bon et je ne pense pas qu'il soit bon ce que le président Talon a déclaré en disant « Nous n'allons pas chercher à situer les responsabilités ». C'est faux. On doit situer les responsabilités. On doit situer les responsabilités. Il est dans le décor. Il n'a pas encore parlé. Il parlera mieux que ça. Il parlera. Parce que personne ne l'a encore interrogé. C'est pourquoi il tente un voilage. Mais quand les gens vont l'interroger, il parlera. Et il sera interrogé. Le président de la République, en ce qui le concerne, devra impérativement éclairer le peuple béninois sur la base des dispositions générales en lien avec les principes éthiques liés au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu, confère premier principe des Nations Unies. Les autorités en charge du maintien de l'ordre ont-elles observé les principes 2, 3, 4, 5 qui préconisent les moyens non violents afin d'éviter les pertes en vie humaine et qui interdisent l'usage fantaisiste sans évaluation attentive et préalable, sans contrôle d'armes à feu, de moyens de répression meurtrière. Les autorités ont-elles respecté le principe 6 en présentant à leurs supérieurs un rapport tel que l'indiquent les principes 22 et 11 F sur l'événement des 1er et 2 mai 2019. Puisqu'il est dit que lorsque des événements du genre interviennent, on doit établir un rapport sans délai
Sans délai, donc immédiatement, tous travaux cessants. Est-ce qu'ils l'ont fait sur ces événements? Qui sont ceux qui ont tiré sur les populations non armées? Quelles sont les preuves qu'ils ont été régulièrement soumis aux tests d'aptitude à faire usage de la force, telles que l'indiquent les dispositions sur les aptitudes, la formation et les conseils sur le recours à la force et à l'usage d'armes à feu? Où sont les preuves des derniers tests auxquels ils ont été soumis? De quel accompagnement psychologique ont-ils bénéficié, confère les principes 18, 19, 20 et 21? Il faut qu'on vous explique. Une république, ce n'est pas du désordre. Pour remettre les armes dans les mains de quelqu'un et pour demander à cette personne d'aller maintenir l'ordre, on ne donne pas ça à n'importe qui. Ce n'est pas possible. Les personnes à qui on doit remettre des armes pour aller maintenir l'ordre, pour aller faire face à la délinquance, ces personnes sont d'abord formées. Ils ne sont pas formés au maniement des armes, mais ils sont formés à la psychologie des foules et des personnes. D'abord. Deuxièmement, ils ne sont pas seulement formés, mais ils sont sur une liste qui forme le corps des personnes dédiées à accomplir de telles missions. Mais troisièmement, ça ne suffit pas. Ils doivent suivre des formations régulières et des tests d'aptitude à accomplir des actes de ce genre. Ceux qu'on a envoyés, est-ce que ces personnes répondent à ces critères? Si ces personnes ne répondaient pas à ces critères, celui qui les a envoyés est fautif. Et eux-mêmes sont fautifs. Parce qu'ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas aller accomplir cette mission. Les armes sont extrêmement dangereuses pour que la République les mette dans les mains de fous, d'irresponsables, de détraqués, de mafieux. On ne peut pas. On ne peut pas. Et puis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Même si nous laissons tout ça, la procédure d'ouverture de feu, la procédure de réquisition et d'ouverture de feu répond à un cérémonial. Lorsque vous voyez sur les vidéos, ce que moi j'ai vu sur les vidéos du 2, c'est des gens qui sont débarqués de leur camion et qui en même temps ont commencé par tirer. Je suis sûr que vous avez vu tout ça. Mais ça ne peut pas se faire comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que le cérémonial, que ce soit des principes des Nations Unies, ou que ce soit sur le décret organisant le maintien d'ordre au Bénin, le cérémonial est clair. Il faut que l'autorité civile ou l'autorité qui fait office de donneur d'ordre, l'autorité qui fait la réquisition, il faut que l'autorité soit présente sur les lieux. Mais pas en n'importe quelle tenue, en tenue comme moi. Il doit être en tenue officielle. C'est-à-dire, s'il est préfet, il doit porter casquette, galon et tout. En dehors de ça, il doit porter l'écharpe de la République. Cette personne doit être visible, distinguée par les manifestants. Et cette personne se présente. Non seulement elle se présente, mais elle annonce la réquisition des forces pour l'ouverture de feu. De manière à ce que cela soit audible. Audible, non seulement audible, mais que ça soit compris par les manifestants. C'est pourquoi on exige que ce soit dans la langue la plus parlée, la langue largement usuelle dans la zone ou au niveau des manifestants. Et cela ne suffit pas. Les principes éditent que même lorsqu'il finit de faire ça, il doit laisser un temps pour s'assurer que les manifestants ont compris son message et doit leur donner le temps de se disperser. Avez-vous le sentiment que ce cérémonial a été respecté? Dans ma langue, on dit même le poulet que vous avez acheté, même si vous voulez le tuer, vous lui donnez de l'eau. Le cabri que vous avez acheté, avant que vous tuiez, vous n'immolez le cabri, vous lui donnez de l'herbe. Encore la vie qui est sacrée. Vous descendez seulement. Et puis vous commencez par faire des coups d'armes automatiques. Et après vous venez pour dire non, laissez ça par perte de profit, ne situons pas les responsabilités, allons-y. C'est faux. C'est mal dit.
Quelle autorité civile ou son représentant, identifiable par sa tenue d'uniforme, par le port de l'écharpe officielle ou par tout autre insigne de fonction apparent et dans les conditions prévues, était présent sur les lieux pour procéder aux sommations? Quelle est l'autorité qui a fait ça? Il faut que cette autorité réponde. On doit les appeler, ils doivent répondre. Nous devons nous dresser contre la culture de l'impunité, notamment de l'irresponsabilité en matière de recours criminel à la force et à l'utilisation des armes à feu. Les événements du 1er et du 2 mai sont d'une gravité telle qu'il ne peut pas être mis sous boisseau. Il faut absolument que les responsabilités soient situées. Pourquoi? Il y a des niveaux de responsabilité. Il y a des niveaux de responsabilité que nous allons décortiquer avec vous. À l'origine, les responsables sont ceux qui sont les planificateurs de la doctrine de compétition sans concurrence. En matière électorale, dans un régime pourtant de démocratie, de l'état de droit, du pluralisme, fondé sur un système républicain où le consensus est élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle. La première source, le premier niveau de responsabilité, c'est les chantres, c'est les disciples, c'est les inventeurs de la doctrine de compétition sans concurrence. Lorsque le président Patrice Talon dit « La meilleure façon de gagner, c'est de compétir sans concurrent ». Autrement dit, si vous soumettez les maires, si vous soumettez les chefs d'arrondissement, si vous soumettez les grands de la République, les grands électeurs, si vous agissez de manière à ce que dans la République, personne ne puisse vous tenir tête, vous avez beau être mauvais. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous serez réélu, même si vous êtes mauvais. C'est une doctrine. C'est une doctrine qu'il faut combattre comme on a combattu le fascisme, qu'il faut combattre comme on a combattu le nazisme. C'est une doctrine grave qui fait que personne n'est à l'abri de la performance. Autrement dit, si vous êtes performant, on va vous décapiter. Il n'y aura qu'un seul performant, c'est lui, Patrice Talon, ou les gens de son clan, ou ceux qui se soumettent à lui, les autres ne peuvent pas être performants. C'est une doctrine négativiste. C'est une doctrine dangereuse. C'est une doctrine de nivellement par le bas. C'est une doctrine qui détruit la compétence même. On ne peut pas accepter ça. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous êtes réélu. Les responsables à l'origine sont les planificateurs de cette doctrine. Et on a remarqué aisément que tous ceux qui ont orchestré le complot du certificat de conformité sont des adeptes de cette doctrine. Le certificat de conformité inventé par la Cour constitutionnelle et que lequel certificat, le 14 février, le ministre de l'Intérieur a déclaré que c'est pour aider que la Cour constitutionnelle a inventé ça. Ces personnes sont dans le schéma, dans l'application du complot, de la doctrine de destruction, d'élimination des valeurs. Parce que le certificat de conformité est la source pratique de tout ce que nous observons aujourd'hui. Vous devez comprendre. Donc, on en déduit aisément que les responsables sont ceux qui ont orchestré le complot du certificat de conformité. Les responsables, ce sont ceux qui ont exclu tous les partis politiques de l'opposition et qui ont disqualifié tous les partis politiques et toutes les forces politiques hostiles au retour de la pensée unique. Si vous posez des questions, je vais revenir un peu sur ce que le président Bruno Amoussou a dit à Paris, et pour vous montrer combien de fois ce n'est pas bon ce qu'il a dit. Ça ne lui fait pas du tout honneur. Ça ne fait pas du tout honneur. Mais les responsables sont tous ceux qui ont poussé à l'organisation d'une parodie électorale sur la base de lois pourtant reconnues comme inapplicables, incongrues, inopérantes. Comment dans une république, vous vous asseyez pour dire que les lois sont incongrues, inopérantes, farfelues, porteurs de conflits, et vous dites, malgré ça, continuons. Dans quelle république on marche sur le mal? On vous dit que c'est le mal. Le chemin est tortueux.
On vous dit voilà le danger au bout, vous dites que vous irez. Toutes ces personnes sont responsables. Au premier rang de cette catégorie de responsabilité, il y a l'instigateur de l'impasse électorale et de la crise politique qui ébranle notre pays, qui n'est personne d'autre que celui qui a déclaré le 11 avril qu'il assume la confiscation du pouvoir législatif par l'imposition d'une parodie électorale qui exclut toute l'opposition. Celui-là se connaît et tout le monde le connaît, c'est le président Patrice Talon. Vous vous souvenez que le 11 avril, devant tout le monde, il a déclaré « J'assume, je vais porter le chapeau ». Même devant la communauté internationale, devant tout le monde, il ne peut pas se dédire. C'est lui-même qui a dit « J'assume, je vais porter ce chapeau ». Il porte un chapeau qui se révèle être un chapeau ensanglanté, taché de sang humain, du sang des citoyens, du sang des citoyens. C'est grave. Donc, il est au premier rang des responsables de cette première catégorie. On retrouve le président Patrice Talon. Il doit répondre. Au second rang, il y a des ministres du gouvernement. Les propos, les déclarations existent et chacun devra être confronté à ses dits et agir. Chacun a en mémoire les menaces proférées par des membres du gouvernement. Je me souviens, je vois encore sur les images, un ministre de l'Intérieur, en même temps candidat aux élections législatives, à ses côtés le président Bruno Amoussou, et qui menaçait de brûler et de multifracturer les citoyens. Ce n'est pas possible dans une république. Ce ne sont pas les propos d'un membre du gouvernement. Le gouvernement doit être protecteur. Le chef de l'État doit être protecteur. Le gouvernement ne peut pas menacer de brûler les citoyens et de polyfracturer les citoyens. Nous avons entendu tout ça. Le gouvernement a même déclaré qu'il n'a eu d'autre recours que de recourir à l'utilisation d'armes létales à travers les propos de son ministre. Ces propos, ceux qui l'ont préféré, sont aussi des responsables de deuxième catégorie, juste après la première catégorie. La troisième catégorie se trouve dans les rangs, on trouve les turiféraires. Les turiféraires du pouvoir dit de la rupture. Ce sont ceux-là qui sont les receleurs d'actes attentatoires et nuisibles à l'ordre constitutionnel visant à la confiscation du pouvoir législatif par une fraction du peuple devenue hostile à la démocratie, à l'état de droit et au pluralisme. La troisième catégorie de ce premier niveau, c'est les receleurs d'un coup d'État. Lorsqu'il y a un coup d'État et que vous savez que c'est un coup d'État, vous devez savoir que c'est un mal. Vous ne pouvez pas être profiteur de ce mal. Vous ne pouvez pas être receleur des biens, des méfaits, j'allais dire, de ce mal. Ceux qui sont candidats, ils sont des receleurs. Parce que comment se voient-ils, ces candidats, ou ces gens nommés, lorsqu'ils savent et que l'histoire retiendra que c'est au prix du sang de leurs concitoyens qu'ils s'asseyent pour dire qu'ils sont parlementaires. Si le voleur est punissable, dit-on, le receleur aussi est punissable. Donc, on ne peut pas condamner les auteurs du coup d'État actuellement en cours et ne pas condamner les receleurs de ce même coup d'État. D'autant plus qu'ils devaient condamner et dénoncer cette forfaiture. Voilà pour le premier niveau. Mais il y a le deuxième niveau où nous avons encore trois catégories. Dans le deuxième niveau, c'est la responsabilité directe. L'autre, on peut dire les origines du mal. C'est la doctrine de compétition sans concurrent. De tous ceux qui l'ont mis en œuvre, de tous ceux qui ont fait la promotion de cela, de ceux qui ont prêté main forte à cela, de ceux qui bénéficient de cela. Mais il y a le niveau direct, de la responsabilité directe. Ce niveau, nous avons trois types de gens. Nous avons celui qui a donné l'ordre de tirer. Qui a donné l'ordre de tirer? Une armée est très structurée. Une armée n'est pas un club de délinquants. On ne fait pas du désordre au sein d'une armée. Tout déplacement d'une arme, même les balles, les cartouches, même les fusils sont numérotés, identifiés. La balle que vous avez, la cartouche que vous avez, il y a un numéro. Celui qui vous l'a donné, ce que vous devez aller faire avec ça,
Tout est noté dans un registre. Et au retour, vous rendez compte et de l'âme et des munitions. Vous devez pouvoir dire à votre chef ce que vous avez fait avec chaque munition et dans quelles conditions. Donc, on doit savoir qui sont ceux qui ont donné l'ordre de tuer. Ceux-là ont reçu l'ordre de qui? Qui sont ceux qui ont planifié? Parce que lorsqu'on donne l'ordre dans l'armée, il faut lever, il faut prendre les gens pour aller. C'est l'organisation. Il faut aller sur le terrain et exécuter. C'est l'exécution. Qui sont ceux qui ont planifié, organisé les tueries? Ceux qui ont tiré effectivement. Et à qui ils ont rendu compte? On ne peut pas dire que depuis ce jour, ils n'ont rendu compte à personne. Ils ont rendu compte à qui? Ces personnes sont connues. Je voudrais vous dire qu'au terme des articles 19 et 36 de la Constitution de la République, aucun Béninois n'est tenu d'exécuter tous les ordres qu'on lui donne. Lorsque les ordres sont les ordres prohibés, refusés, interdits par les articles 19 et 36, aucun Béninois n'est tenu de l'exécuter. Et en matière de recours à la force et à l'utilisation des armes à feu, le principe 26 énonce, et ça je vais vous citer ça, principe 26, l'obéissance aux ordres ne pourra être invoquée comme moyen de défense si les responsables de l'application des lois savent qu'un ordre de recourir à la force ou aux armes à feu ayant entraîné la mort ou des blessures graves était manifestement illicite et s'ils avaient une possibilité raisonnable de refuser de l'exécuter. De toute façon, la responsabilité du supérieur qui a donné l'ordre illicite est également engagée. C'est clair. C'est clair. Dans le cas que nous déplorons, tous les responsables sont identifiables, heureusement pour le peuple du Bénin. Tous, nous devons exiger justice et sanctions, simplement parce que la vie est sacrée et la personne humaine est inviolable. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les responsables, je vous remercie de votre attention. Je voudrais que vos questions nous aident à sortir les uns les autres de l'omerta de la militarisation de la démocratie et du leadership de terreur qui s'implante, qui s'installe progressivement chez nous au Bénin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, chers amis, il est clair que nous sommes dans une situation qu'il faut décourager. Et on ne peut décourager cette situation qu'à partir du travail que nous sommes en train de faire. C'est un travail très important. Et ce document que les responsables sont censés connaître, nous allons leur envoyer ça. Vous comprenez maintenant pourquoi? Lorsque le chef de l'État dit qu'il félicite les forces de maintien de l'ordre, bien sûr, là, pour leur professionnalisme. De quel professionnalisme parle-t-il, le chef de l'État? Il ne parle pas de... Ce n'est pas de professionnel, puisqu'il n'y a de professionnalisme qu'enfermé dans la déontologie, et qu'il n'y a de professionnalisme et de déontologie qu'enfermé dans les tests. Ce n'est pas possible. Moi, je vois à travers cette expression du chef de l'État qu'il est en train de féliciter les tueurs pour les féliciter qu'ils ont bien tué. Ah, est-ce que c'est le rôle du chef de l'État de dire que les tueurs ont bien tué, qu'ils soient encouragés à tout tuer? Et là, il est en porte-à-faux avec la déclaration du ministre de l'Intérieur qui dit que des enquêtes, des sanctions. Il n'y a aucune enquête, aucune sanction. C'est du bluff. On doit ouvrir des enquêtes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parfait. Autre question? Alors, veuillez vous présenter votre nom, votre organe. Je m'appelle Charles Lomanguinoba, je suis journaliste à Nouvel Observateur. Au lendemain des faits, il y a eu des arrestations clandestines où certains ont été menacés des titres de comment on peut expliquer ça? Je ne comprends pas votre question. Oui, comment on peut expliquer les arrestations clandestines? Pourquoi on arrête les gens lorsque vous n'avez pas de preuves? Par exemple, lorsque vous n'avez pas de preuves que c'est ceux-là, par exemple, comment ça s'appelle? Habib Arandessi, par exemple, ceux-là qu'ils ont arrêtés sans raison valable, sans preuve, je dirais, palpable.
Comment on peut expliquer ça? Et ceux-là qui continuent de menacer, ceux-là qui jusqu'à aujourd'hui ne dorment plus chez eux par rapport à cette situation, comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce que vous entendez faire? Ensuite, je voudrais aussi que vous reveniez, parce que vous avez fait sortir tout à l'heure quelque chose qui m'a plu. Je voudrais que vous reveniez sur la tournée de Bruno Amoussou, le président Bruno Amoussou, sur ce que vous pensez de ça. Écoutez, je vais répondre, puisque c'est moi-même j'ai ouvert la brèche sur Bruno Amoussou. Ce n'est pas tellement dans l'objet, mais c'était pour... Je vais vous donner ça. Mais je reviens à votre question. Votre question, vous me demandez, moi, comment on peut appeler le fait d'aller arrêter clandestinement. Demandez à Patrice Talon. Demandez à ces hommes qui font ça. C'est des gens qui ne sont pas entrés dans la démocratie. C'est des analphabètes de la démocratie. Il y a l'analphabétisme de la démocratie qui fait qu'on se comporte comme ça. Le système démocratique est fondé sur quoi? C'est fondé essentiellement sur la possibilité, le droit aux citoyens de débattre de toutes les questions touchant à la vie de la nation. C'est ce qui a opposé, bon, des formations professionnelles aidant, ce qui a opposé la définition de la démocratie, l'essence de la démocratie chez Platon et chez Aristote. Pour Platon, il n'y a de démocratie, la base même de la démocratie, c'est la possibilité pour tout citoyen athénien de débattre de toutes les questions touchant à la vie publique. C'est pour ça qu'Athènes étant une petite cité, tous les citoyens pouvant se connaître, ils se rassemblaient et débattaient de tout. Donc, notre démocratie représentative aujourd'hui est héritière de cette démocratie. Et il n'y a de démocratie que lorsqu'il n'y a pas de sujet tabou qui soit dans le domaine public. Certains aujourd'hui refusent même la notion de secret défense de raison d'État. La notion de raison d'État aujourd'hui est battue en brèche. Parce que la République doit être transparence. Et je retrouve une phrase que j'ai employée ici pour finir mon propos. Je dis, je voudrais que vos questions nous aident à sortir les uns et les autres de l'omerta de la militarisation de la démocratie et du leadership de terreur qui s'installe de jour en jour chez nous au Bénin. C'est un leadership de terreur. J'ai développé il y a quelques jours ici ce qu'on appelle le leadership réductif, qui est composé de deux choses, le leadership toxique et le leadership narcissique. J'ai développé ces deux thèmes pour montrer qu'il y a une pathologie du pouvoir qu'on appelle l'hubris. Et le régime, le pouvoir dit de la rupture, est un pouvoir qui est pris de la maladie du pouvoir. C'est des malades du pouvoir. Il y a des règles. On ne peut arrêter personne parce que simplement son idée vous gêne. Non. C'est un régime policier, ce n'est plus un régime démocratique. On a vu ça chez les tontons Macoutes. On a vu ça. Un tel régime, c'est encore dans les pays lointains comme la Corée du Nord qu'on voit ça. Même en Chine, on ne voit plus ça. Et cela me permet de répondre à ce que j'ai entendu le président Bruno Amoussou, que j'estime beaucoup, que je respecte beaucoup, mais hélas, je l'ai vu parler et ça me fait triste. Je suis très triste de l'avoir, de tout ce qu'il a dit. Je suis triste de ça. Parce que le président Bruno Amoussou pense qu'il y a démocratie lorsqu'il y a un monologue. C'est-à-dire, lorsque les partis du chef de l'État vont se parler, ils ne parlent pas à un autre parti. Lorsque je me parle, cela ne veut pas dire que lorsque je peux critiquer mes propres actes, il y a l'examen introspectif de conscience qu'on nous apprend quand on était petit. Lorsque tu n'as pas bien travaillé à l'école et que tes amis doivent aller jouer au football, moi je me souvenais, je devais aller jouer au football un jour. J'étais classé comme meneur dans l'équipe. Mais il y a mes leçons à côté. Curieusement, on jouait non loin de notre résidence. L'heure du jeu a commencé. Je ne peux pas aller jouer. Parce que mon papa me disait, tu finis les leçons avant de partir. J'étais en train d'apprendre les leçons, j'entends des clameurs. Et je demande à un petit frère, que s'est-il passé? Il dit, on a marqué un but à mon équipe.
Vous voyez? Et je me reprochais des choses parce que je me disais, si j'avais appris mes leçons à temps, on m'aurait autorisé à aller jouer. Peut-être que mon équipe n'allait pas perdre. Il y a l'examen introspectif de conscience qui est un discours qu'on fait avec soi-même. Le monologue avec sa conscience. Parler avec soi. Vous vous objectivez devant vous et vous vous examinez, vous parlez avec vous pour vous améliorer. Ça là, ce n'est pas le dialogue. Amoussou Bruno dit, venez assister aux séances des partis du président, vous allez voir qu'à l'intérieur, nous débattons, nous critiquons. Mais il peut débattre et critiquer ad vitam aeternam, ça ne nous regarde pas. C'est le monologue. La démocratie est anti-monologue. Le fondement de la démocratie, c'est le dialogue, la négociation, le consentement et le consensus. La démocratie, en dehors même de la démocratie, la politique est par essence le siège du consentement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le Parlement. Le Parlement est le lieu où on fait le consentement, on fait le consensus, où des idées différentes se rassemblent, on discute. Et le Parlement, c'est l'endroit même où le prince légitime son pouvoir et fait accepter ses points de vue, son programme. Vous savez, nous n'allons pas inventer la démocratie. Ça existait même avant l'époque de l'Angleterre, où certains pensent que c'est l'Angleterre qui a inventé le Parlement. Non. L'Angleterre l'a amélioré un peu plus vite que les autres. Mais le Parlement existait depuis l'époque germanique, en passant par les Scandinaves, en passant par l'époque des grands, ce qu'on appelle les grands, et aussi par l'époque de la représentation des assemblées de paix. Alors, il faut comprendre quelque chose. Il n'y a eu assemblée qu'après l'étape des assemblées de paix, où le prince est tenu de venir devant le conseil des grands et de dire ce qu'il veut faire. Donc, le président Bruno Amoussou est nostalgique de ce qu'il a connu dans sa jeunesse, un peu, et ce qui a fait qu'il a été longtemps président d'une grande banque. C'est tout. Vous savez, certains ont la nostalgie de l'époque du PAPB et pensent qu'ils peuvent s'entourer autour de Patrice Talon et revivre ce que la conférence nationale leur a arraché. C'est une vengeance des nostalgiques du PAPB, de la pensée unique sur les démocrates, sur la conférence nationale. C'est pour ça que nous devons refaire déjà le réarmement de notre population. Nous devons repartir, remettre tout à plat et aller expliquer aux plus jeunes pourquoi on ne doit pas faire comme ce que les Bruno Amoussou disent. Oui, nous on va faire ça. Venez, les partis du président font l'autocritique, mais le comité central de l'Union soviétique faisait l'autocritique en son propre sein. Au niveau du Parti communiste chinois, il y a l'autocritique à l'intérieur. Le parti du Juche, il y a l'autocritique de Corée du Nord. En Libye, avec la Jamaïria, la grande Jamaïria, il y avait l'autocritique à l'intérieur. Ce que le président Bruno Amoussou dit est du pur obscurantisme. C'est de la sorcellerie discursive. C'est de la sorcellerie discursive. Il n'y a rien de clarté là. C'est des incantations. Comme le dit ma petite fille, Pépé, il ne faut pas m'embrouiller. Hein. Pépé, tu veux m'embrouiller. Alors que la petite, c'est elle qui dit 2 plus 2 plus 4 plus 5 plus 50 égale combien? Si tu lui dis égal 2, elle dit non, Pépé, tu veux m'embrouiller, ce n'est pas égal à 2. Si tu lui demandes, mais égal à combien? Elle reste là, égal à 7. Donc, c'est de la magie. Amoussou Bruno veut nous embrouiller. Il ne faut pas qu'il nous embrouille. La démocratie est claire. Donc, je pense bien que, sur votre question, vous avez bien compris mon point de vue. On appelle ce qu'ils font là, la démocratie militarisée, gouvernée par les armes et par la terreur. Ce n'est plus de la démocratie, c'est de la dictature. La preuve, nous sommes en plein coup d'État.
Et le pouvoir de Patrice Talon a toutes les caractéristiques d'un coup d'État. Vous savez, quand on finit un coup d'État, qu'est-ce qu'on fait? On fait une tournée pour aller dire au gouvernement et aux pays limitrophes qu'on vient de faire un coup d'État, de ne pas paniquer. Et que voilà les raisons pour lesquelles on a fait le coup d'État. C'est ce qu'il a envoyé tout le monde faire. Et pour nous-mêmes, comme il ne peut rien nous dire, Talon lui-même vient et parle de multipartisme débridé. En prononçant ce mot, le président Talon enlève la légalité de son propre pouvoir. Puisque son pouvoir, il a pris ce pouvoir sur la base du multipartisme. S'il débride et tue le multipartisme, il n'est plus légal. Or, le voilà qui est frappé de à peine 5%, 10% lors des dernières élections. Donc, il n'a plus aucune légitimité. Regardez, lorsqu'on vous dit que dans une circonscription électorale, 3 députés ont été élus avec 6% des voix. 3 députés. Donc, chacun est élu avec 2% des voix. Il représente qui? Il ne représente personne. Il ne représente personne. Je ne sais pas si vous êtes satisfait un peu. Ça peut aller? Parfait. Je le prends et puis je vous prends. Afrique Chrono TV. C'est votre question? Parfait. Je vais aussi vous répondre. Mais je voudrais vous dire, si vous avez le temps demain, exceptionnellement, ce n'est pas pour les journalistes, c'est pour les jeunes étudiants des grandes écoles, vous allez venir, je vais vous expliquer un peu les fondements de la doctrine non violente. Et je vais vous démontrer, d'abord la réponse que je vais vous donner, c'est tiré de ça. Vous êtes en train de parler de comment faire face à une dictature sans avoir recours aux forces étrangères, à l'appui de l'étranger. Je pense qu'on peut résumer comme ça. Parce que c'est un peu dans ce cadre. Donc pour vous, comment l'étranger peut venir, peut aider, parce que depuis longtemps, on ne voit rien. Mais je vais vous dire quelque chose, basique. Personne ne peut compter sur le soutien étranger extérieur pour faire face à un régime despotique. C'est faux. C'est une démission. C'est vouloir renverser, vouloir quelque chose par procuration. C'est ces jeunes que je vois, ou ces personnalités que je vois, qui disent non, moi je ne sortirai pas, on va me tuer, je reste là. C'est les dispositions de l'esclave, ça. Ceux qui ont l'ADN de l'esclave vont faire ça. Vous pouvez tout faire, ils n'ont pas synthétisé les gènes de la dignité. Parce qu'il y en a, si on fait le contrôle des gènes, du génome de certaines personnes, il y a longtemps qu'il y a des séquences de mutation ils ont perdu les séquences de dignité, de résistance, de lucidité. Et ceux-là disent, il faut que l'étranger vienne me secourir. Non. Non. Il faut une résistance intérieure, forte, organisée, disciplinée, qui réponde à certains critères, dont notamment 4, que je vais développer demain. Et si une résistance est bien organisée, bien disciplinée, elle viendra à bout d'une dictature, d'un régime despotique, et très facilement. Et en un temps record. Parce que la faiblesse du dictateur, c'est de se prendre un peu comme Achille. Dans la mythologie,
Achille, dont les parents ont plongé dans un fleuve pour qu'il soit invincible, pour que l'eau du fleuve, trempée dedans, qu'il soit serti, armé et protégé contre, et qu'il soit invulnérable. Aucune flèche, aucune balle ne peut transpercer Achille. Mais la mythologie raconte que pour le plonger entièrement dedans, il faut quand même avoir un endroit où on ne va pas le laisser au courant de ce fleuve. Et c'était au niveau de son talon que sa mère a attaché une corde. Donc, au niveau de ce pied, Achille est protégé partout, mais sauf au niveau de ce talon. Et c'est sa faiblesse, le talon d'Achille. Alors, au cours d'une guerre, la guerre de Troie, un soldat informé du secret, au lieu de tirer sur la poitrine d'Achille, a essayé de tirer sur le talon. Et cela ressemble un peu à l'anecdote de la tortue qui arrive à un combat et à qui on a lancé une flèche au niveau du cou. Le gosé a quoi? Ce guerre de corps. C'est un peu la mythologie. Vous savez, nos cultures ici sont riches, immenses, inépuisables. Mais nous n'apprenons que la culture des autres comme référence, d'où le talon d'Achille. Tout dictateur a son talon d'Achille. Tout dictateur. Le régime qui est là a son talon d'Achille. Et curieusement, on parle de talon d'Achille, on parle de Patrice Talon, et vous croyez qu'on ne peut pas avoir la faiblesse? Vous avez un peu votre réponse. On ne peut pas laisser tout à l'étranger. Et même s'il n'y a pas une résistance intérieure forte, l'étranger va venir et faire quoi? On parlera d'ingérence, on parlera d'invasion. Ça ne se justifierait pas. Le premier travail, c'est la résistance intérieure qui doit être très forte. C'est tout. Et ce travail, nous sommes capables de le faire. Et la résistance nationale du Bénin a travaillé énormément. Il faut que vous soyez désillusionnés. Certains pensent que la résistance n'a pas travaillé. La résistance fera quoi? La résistance fera quoi de plus que ce qu'elle est en train de faire? Prendre les armes, ce serait l'erreur la plus fatale. Parce que le dictateur répand la terreur. Et le dictateur aime les armes. Le terrain le plus facile pour un despote, c'est les armes, c'est la terreur. La preuve, on vous arrête. C'est que moi qui suis ici, n'importe qui on va arrêter. C'est ça. On empêche, on étouffe. C'est le rôle. Regardez un peu la Turquie avec Erdogan. Lorsque les gens ont utilisé la force et qu'il a réprimé la force, il s'en est servi pour faire des purges. Lorsque vous lisez l'histoire des démocraties, des luttes contre les régimes despotiques, il faut faire très très attention sur l'utilisation de la violence, l'utilisation de la force. Moi, ma formation me permet de comprendre les deux, les avantages et les inconvénients des deux. Quand est-ce qu'il faut utiliser l'un, quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser l'autre? Dans la phase actuelle, ce n'est pas bon que l'opposition, la résistance, aille dans le sens que veut Patrice Talon, le sens de la violence. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ce que nous allons faire, c'est une organisation, une étude des points vulnérables de toute résistance. Et vous allez voir aussi quelque chose qui est bien. Celui qui est tricheur en matière de démocratie est tricheur en matière de la gouvernance économique et financière. Les deux vont de pair, c'est des hypothèses. Si vous voyez un régime despotique, dictatorial, c'est que ce régime est aussi, en matière économique et financière, en train de manquer à l'orthodoxie et à la clarté. Si vous voyez un régime de ce genre, c'est que c'est des régimes qui ont peur, qui ont horreur des principes. C'est des régimes qui ne soutiennent pas les principes. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Le régime dictatorial ne soutiendra jamais ça. Le Clébé aussi ne peut pas le faire. Parce que vous appelez le Clébé à un débat, ils vont dire non. Bon, en 1900, tel aussi a fait ça, non. On dit qu'il fait que vous dites que c'est mauvais. Mais tel a fait ça, non. C'est leur argumentaire s'arrête là.
C'est-à-dire, Paul a fait le mal pour réussir, Pierre va faire le mal pour réussir, Jacques va faire le mal, Boubacar, ainsi de mal. C'est des gens qui sont incapables de s'arrêter et de regarder le bien en face. Ils n'ont pas d'arguments. Vous prenez par exemple les arguments contre moi. Qu'est-ce qu'on dit de moi? On est détourné. On ne dit pas que ce que j'ai dit est faux, mais on dit simplement, mais c'est lui qui l'a fait venir, non? Oui, je l'ai fait venir. Mais nous n'avons pas dit que nous allons faire de la dictature. C'est tout. Il n'y a pas d'accord et de lien constitutif au mal. On ne peut pas. On ne peut pas. Regardez le discours de Patrice Talon. Lorsqu'il parle du pouvoir exécutif, il dit le pouvoir exécutif est surpuissant. Quand je viendrai, nous allons réduire ça, équilibrer les pouvoirs, donner à chaque pouvoir de jouer, à chaque institution de jouer ses prérogatives. Mais il vient, il met toutes les institutions sous sa botte, au point que lui, il n'a pas de gêne à nommer, à installer, à manipuler pour que tous les gens de la Cour constitutionnelle viennent de lui, que tous les membres du gouvernement viennent de lui, que tous les membres, les 83 députés, le comble qui est ridicule, c'est qu'il va nommer, et il a nommé les 83 députés. C'est ce qu'on a dit, ça. Et quelqu'un comme moi, qui sacrifie tout, qui renonce aux privilèges, au pouvoir, à l'argent, aux gloires, aux honneurs, qui dit ça là c'est mauvais, on dit non, il ne doit pas dire ça. Il doit rester là et bouffer avec eux. Je leur ai dit que j'ai faim. Quand est-ce que je leur ai dit que j'ai faim? Quand est-ce que je leur ai dit que je peux manger n'importe quoi? Non, je ne les comprends pas. Moi, on ne m'a pas appris à aller manger l'argent qui est sur les offrandes du phare ou du vor. Moi, on ne m'a pas allé manger ce qu'on a déposé pour le vor au carrefour. C'est quoi ça? Non. Tous ceux qui rêvent que l'étranger viendra sauver le Bénin sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Tous ceux qui rêvent qu'un autre viendra libérer notre démocratie sont dans l'erreur. Certains qui pensent qu'il faut s'agenouiller aux despotes pour avoir la paix sont dans le décor. Patrice Talon et la rupture ont appuyé sur tous les boutons qu'on appuie pour avoir du mal. Il ne reste plus rien. Ils ont fini le tableau pour avoir le mal. Le reste, c'est une question de temps. Je l'ai dit. Je répéterai toujours. Et il nous appartient, résistants, de nous organiser. Dans la droite ligne de l'article 66 de la Constitution, qui est clair, l'article dit de désobéir, de s'organiser et de faire échec. Le problème de l'opposition n'est pas un problème difficile. C'est un problème de reformatage de sa conception de la lutte. Le format de l'opposition ne peut pas être le même que le format de la résistance. Le format de l'opposition, c'est d'empêcher la tenue d'une élection exclusive et de faire en sorte que le Parlement ne soit pas volé. Le format de l'opposition, c'est d'empêcher le vol du pouvoir législatif. Le format de la résistance, c'est de restituer le pouvoir législatif au peuple. Avant, l'opposition voulait aller à une élection, soit ensemble, soit sous les fanions ou les bannières individuelles. C'est fini ça. Maintenant, nous devons faire échec au coup d'État en cours. Pourquoi c'est un coup d'État? Ne voyez pas le régime Patrice Talon comme un régime. C'est des putschistes, c'est des gens qui ont fait un coup d'État, qui sont là. Ils ont fait un coup d'État répondant à tout, à un complexe de coups d'État. C'est un métissage de coups d'État qu'ils ont fait. Il y a le coup d'État civil, il y a le coup d'État institutionnel, il y a le coup d'État militaire, il y a le coup d'État sanglant. L'introduction du certificat de conformité crée le vol du pouvoir législatif. Or, si le pouvoir législatif est volé, le cœur de la démocratie est volé. N'oubliez pas, la démocratie est venue, le Parlement est venu parce que la démocratie est venue.
Si le Parlement part, la démocratie part. Celui qui vole le Parlement volera le régime en changeant la Constitution. Donc, il y a transformation. On passe d'un régime à un autre sans le consentement de l'ensemble du peuple. On est dans un coup de force, on est dans un coup d'État. Allez prendre vos dictionnaires, Larousse, n'importe quoi, n'importe dictionnaire. Voyez n'importe quel professeur sur le campus ou cliquez sur n'importe quelle université au monde, c'est comme ça. Mais il y a un autre coup de force, c'est le recours aux militaires. Le recours aux militaires pour imposer un régime est aussi un coup d'État. Nous sommes dans la seconde facette de coup d'État. Et la terreur qui est répandue partout, c'est ça. Vous-même qui êtes là, la question que vous avez posée maintenant, vous êtes en train d'avoir peur sur la suite. Et si vous avez un patron, si votre patron a des contrats avec le régime, vous avez des soucis. Aucune force étrangère ne peut vous sauver et nous sauver. Aucune. Et sur ça, demain, venez, je vais vous expliquer le danger, les avantages et les inconvénients. Sur l'utilisation d'un recours extérieur. Ça a des avantages. Si la résistance intérieure a déjà fini le travail, c'est avantageux. Mais si la résistance intérieure n'a pas fini le travail, cette force intérieure peut se substituer à la résistance intérieure. Et dans le cadre de la géopolitique, vous pouvez être dans une situation où il y a une expression que quelqu'un nous répétait. Quand les chefs se battent, ils préfèrent, quand les chefs se battent, c'est mieux. Mais il n'est pas bon que le loup vienne leur trancher leur conflit. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais retrouver la formule. Que les chefs se battent entre elles, c'est mauvais. Mais c'est encore grave si on appelle le loup pour venir jouer à l'arbitre, au juge. Parce que les deux chefs vont finir dans le sang. C'est une manière de dire que la résistance intérieure est condamnée à se souder, à se solidariser, à ce que l'ensemble des résistants comprennent et s'organisent pour faire échec. C'est ça, et ça va se faire. Parce que nous avons une chance, c'est que aujourd'hui, le pouvoir de Talon n'est plus accroché, c'est en chute libre. Ce qu'on nous demande, c'est quel guidage laser il faut faire pour l'amortir et que ça soit rentable à toute la population. Parce que, curieusement, contrairement à ce que l'on pense, nous ne cherchons pas. Talon n'est pas, moi, mon ennemi. Hein. Non, aucun Béninois n'est mon ennemi. Je suis que les clubs vont écrire ça. Ah, il a dit que Talon n'est pas son ennemi. Il a dit, c'est les clubs qui vont écrire ça. Parce qu'ils cherchent simplement les éléments par lesquels ils vont divertir et nuire. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. J'ai la République, l'intérêt général, et c'est tout. Je ne veux que les cheveux d'aucun Béninois tombent. Mais nous devons empêcher, par tous les moyens prévus par la Constitution, Patrice Talon de faire ce qu'il est en train de faire. Son pouvoir, sa manière de faire, sont des choses dangereuses pour la démocratie et pour les Béninois. Le Béninois, ce n'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait sa chanson, qui est un peu amusante. Nous avons notre manière de vivre ici. Nous, on ne vit pas comme ça. Nous, on ne vit pas comme ça. Cette manière de vivre-là, ce n'est pas nous, ça. Et puis, on va lui limer les ongles. Ça, c'est clair. Mais de la manière la plus claire, la plus démocratique, la plus ouverte. Nous ne sommes pas des comploteurs. On ne fera aucun complot. On ne fera aucune réunion en cachette. Tout se fera selon les règles, selon les principes, parce que le dictateur a peur des principes et des règles. Et je vais répéter encore une fois, une énième fois, cette célèbre formule de Thomas Paine, une armée de principes peut aller là où une armée de Kalachnikov et de soldats ne peut pas aller. Et Thomas Paine est un grand écrivain
quelqu'un qui a analysé beaucoup la marche démocratique des peuples, surtout des peuples américains et anglo-saxons. Et je suis adepte de la non-violence dans le schéma de Genéchappe. Je vous ai répondu sur toutes les facettes. Parce que je vois que vous êtes un peu, vous croyez comme des certains que c'est l'étranger qui viendra faire chose là. Qu'est-ce que l'étranger viendra faire ici? Non, pas du tout. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et il faut aller expliquer aux gens. Je parie que ce soir, quand vous veniez, beaucoup ne savaient pas qu'il y a des principes édités par les Nations Unies. Beaucoup ne savaient pas. Lorsque vous voyez quelqu'un débarquer, vous pensez qu'il va tirer sur vous. Il ne doit pas. Le peuple, et j'ai dit la dernière fois, le peuple peut être le plus violent. Le peuple est en train de brûler, je ne dis pas de brûler, de casser, je ne dis pas de casser. Personne n'a le droit de tirer sur le peuple parce qu'il a cassé des gens, des choses. Ces choses peuvent être réparées. Ce qu'on ne doit pas casser, c'est la vie humaine. On n'a qu'à me dire à la vie de qui les manifestants ont attenté. S'attaquer aux usines Sodeco, c'est pour ça qu'on va tuer. S'attaquer à telle infrastructure de vente de véhicules, de quoi, c'est ça qui vaut la vie. Et si on veut tirer, c'est les personnes qui sont tombées là, qui sont ceux qui ont fait ça. Et à quelle heure? Est-ce qu'on a besoin de tirer dans l'obscurité? Est-ce qu'on a besoin de débarquer des camions, de prendre des positions de tir, de faire des rafales synchronisées? Non. Non. C'est tout cela qui fait que les gens ont peur. Mais on va leur sevrer de la peur. Et mon rôle est de les contaminer du courage. Je vais être un agent de contagion, de contamination des gens pour qu'ils soient courageux. Et quand ils seront courageux, le courage c'est quoi? C'est de connaître ses droits et ses devoirs, de connaître la force des principes. Nous allons opposer les principes aux dictateurs. C'est une question de temps. Ça ne va pas durer. Est-ce que c'est bien compris? Voilà. Quelqu'un était là.